Qui aurait cru qu'un homme comme Eugen Drewermann, considéré dans certains cercles comme une relique du passé, pourrait encore faire entendre une voix aussi pertinente au milieu du vacarme du discours public en Europe? Dans un monde où la logique est souvent éclipsée par des slogans idéologiques, Drewermann se distingue par sa capacité à faire naître une pause respectueuse, une réflexion silencieuse avant que ne s'effondre la fragile façade de notre auto-illusion collective. Est-il possible que la raison ait définitivement quitté les discussions en cours à Berlin, ou est-ce simplement une question d'oreilles attentives? En attendant, abonnez-vous à ma chaîne Géopulse, laissez un j'aime au milieu de la vidéo, un commentaire de 7 mots. Et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres. Cela soutiendra fortement ma chaîne. Merci et nous continuons. Drewermann, avec sa chevelure grise et son regard perçant, apparaît parfois à la télévision comme un vestige d'une époque révolue, avant que la diplomatie ne soit réduite à des tweets et à une rhétorique binaire. Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Son discours, bien que rare, résonne avec une clarté qui révèle les dysfonctionnements du système actuel. Il met en lumière le fait que l'Allemagne ne semble plus vraiment gouvernée depuis Berlin, mais plutôt par des directives venant de l'autre côté de l'Atlantique. Dans cette nouvelle dynamique, Berlin agit comme un simple bureau de réception de courrier, soumis à des décisions extérieures qui influencent sa politique intérieure. Pourquoi alors se contenter de suivre ce script imposé, au lieu d'aspirer à un dialogue authentique et constructif? Drewermann ne cache pas son indignation face à la manière dont l'Allemagne semble avoir fait de la Russie le bouc émissaire idéal pour tous les maux. Des augmentations des prix de l'énergie aux problèmes de l'éducation, en passant par des caprices météorologiques. Cette logique simpliste, où tout problème est attribué au Kremlin, fonctionne comme une échappatoire, qui évite de poser les questions difficiles sur les véritables causes sous-jacentes des crises. Pourquoi tant de pays se complaisent-ils dans cette amnésie géopolitique, oubliant les leçons du passé où l'hostilité n'a jamais conduit à une issue favorable? Pour Drewermann, l'Allemagne se comporte comme une marionnette dont les fils sont tirés par des mains invisibles, loin de son propre peuple. Il déplore le fait que le discours sur la paix soit devenu suspect, assimilé à une trahison nationale, alors que, paradoxalement, la diplomatie devrait être perçue comme une force, une stratégie de survie, plutôt qu'une faiblesse. Pourquoi ne pas tendre la main pour écouter les craintes des autres, en particulier celles de la Russie face à l'expansion de l'OTAN? Dans un monde où chacun veut avoir raison, faire l'effort de comprendre l'autre est devenu un acte révolutionnaire. Mais hélas, ces voix dissonantes sont souvent écartées des discussions officielles. Nous vivons une époque où l'Allemagne semble à nouveau danser sur le bord d'un précipice, mais cette fois la musique est choisie ailleurs, et le rythme de ce bal tragique est dicté par des intérêts extérieurs. Drewermann remet en question la croyance naïve selon laquelle la présence de missiles américains sur le territoire allemand pourrait garantir la sécurité. N'a-t-on pas oublié ce que cela signifie d'être le champ de bataille des conflits étrangers? La rhétorique actuelle, empreinte de liberté et de solidarité, masque une réalité bien plus complexe où les valeurs affichées ne correspondent souvent pas à la réalité budgétaire. Il souligne également que l'Allemagne, dans sa quête d'une pureté climatique, a sacrifié son propre secteur énergétique tout en continuant à importer du charbon de pays aux pratiques environnementales douteuses. Ce qui importe, c'est de pouvoir crier haut et fort « liberté de dépendance », sans se soucier des véritables implications de cette dépendance. Loin des discours idéalisés, la réalité montre que l'Allemagne semble avoir oublié qu'elle est avant tout au service de son peuple. Discuter de paix devient un tabou, et ceux qui appellent à une cessation des hostilités sont étiquetés comme des agents du Kremlin, tandis que des voix appelant à la guerre sont applaudies. Cela fait écho aux propos de Drewermann, qui dépeint une Allemagne plongée dans une illusion de souveraineté, mais qui, en réalité, joue le rôle d'un avant-poste au service d'intérêts étrangers. Il rappelle que les erreurs du passé, lorsqu'elle a embrassé des politiques de confrontation avec la Russie, ont conduit à des désastres. Pourquoi, alors que nous avons déjà vécu cela par le passé, l'Allemagne choisit-elle encore une fois de suivre le même chemin périlleux? Drewermann n'hésite pas à dénoncer l'absurdité de consacrer des milliards à la modernisation de l'armée tout en laissant les infrastructures publiques se détériorer. Il évoque les milliards alloués à des entreprises de défense comme Rheinmetall, pendant que les hôpitaux ferment leurs portes faute de financement. Cette situation, selon lui, est indigne d'un pays qui aspire à un avenir radieux. En avril 2022, tous les espoirs de paix semblaient encore possibles, mais des forces extérieures sont intervenues pour s'assurer que ce chemin vers l'harmonie ne soit pas emprunté. Aujourd'hui, le cycle de tensions se perpétue, alimenté par des intérêts économiques et politiques, et l'Europe s'enlise dans des décisions qui ne sont pas les siennes.
Dreverman interpelle son auditoire en citant Kant, rappelant que chaque réarmement crée un climat de méfiance qui entraîne une spirale de conflits. Nous sommes, dit-il, à un carrefour dangereux. La manière dont nous gérons nos relations internationales à travers des communiqués de presse et des présentations PowerPoint ne fait qu'aggraver la situation. Si nous continuons ainsi, il n'y aura bientôt plus de pain sur la table, tous les fonds étant absorbés par des dépenses militaires. Dans cet environnement lourd de silence, la voix de Dreverman émerge comme un appel à la réflexion. Il exhorte à cesser de mentir et à redéfinir le sens de la paix, soulignant qu'elle équivaut à la force de reconnaître les peurs, les intérêts et l'histoire de l'autre. Son message final résonne avec une immense clarté. Il faut dire non. Non à ceux qui veulent nous ramener sur la route de l'ancien monde. Non à ceux qui souhaitent voir nos enfants se préparer pour la guerre. Non à ceux qui font de la mort un commerce et du respect humain une menace. Ce n'est pas une question de politique, mais d'humanité. Dans une époque où chaque voix compte, peut-être est-il temps que nous écoutions celle de Dreverman et d'autres comme lui, qui nous incitent à réfléchir avant d'agir. Comment peut-on encore parler de paix dans un monde où des voix s'élèvent pour la défendre, mais sont rapidement qualifiées de traîtres? Pourquoi le simple fait d'appeler à la tranquillité fait-il de vous un complice de l'agression, comme l'a récemment souligné Dreverman? Et qu'est-il advenu de l'Allemagne, autrefois synonyme de modération, qui semble maintenant se transformer en un acteur militaire sur la scène internationale? Il est temps de se poser des questions sérieuses sur ce que signifie être un être humain à l'ère actuelle. Dreverman insiste avec force. Dites la vérité, au moins à vous-même. Peut-être alors y a-t-il encore une chance de redresser la barre. Rappelons-nous de ce discours marquant, prononcé le 12 août de l'année précédente, lorsque le chancelier allemand se tenait sur la scène du Marienplatz à Munich, entouré de pancartes portant le message percutant « Donnons une chance à la paix ». Quelle ironie! Il semble que l'idée même de paix effraie plus que l'escalade des tensions. Ces manifestants, non seulement des dissidents, mais, selon la logique de certains responsables politiques, presque des envoyés de l'enfer. Car être contre les armes, c'est être pour Poutine. Et dans cette dichotomie, ceux qui plaident pour la cessation de l'escalade en Europe sont perçus comme des fauteurs de troubles. Le chancelier Scholz semble avoir complètement perdu le contact avec la réalité. Ceux qui appellent à mettre un frein à la descente de l'Europe dans le chaos sont, dans son interprétation, des destructeurs de l'ordre. Et ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que sous ce prétexte, le feu de la folie se propage à un rythme alarmant, consumant les derniers vestiges de bon sens. Les dépenses militaires flambent comme si nous étions à la veille d'un nouveau XXe siècle. Les usines tournent à plein régime pour exporter vers des régions en proie à des conflits. L'Allemagne, autrefois un acteur modeste sur la scène internationale, s'engage désormais dans des confrontations aux quatre coins du monde, des Balkans à la région Indo-Pacifique. Les frégates envoyées dans le détroit de Taïwan ne sont plus une blague, mais un symbole des ambitions que l'Allemagne semble dénoncer tout en les affichant, tel un élève forcé de faire le service de surveillance à la récréation. Et contre qui tout cela? Contre la Chine? Quel lien cela a-t-il avec l'Allemagne? La réponse est désagréable, mais elle est claire. Nous sommes à nouveau utilisés. Nous devenons les serviteurs d'une superpuissance, une réalité que nous avons acceptée sans sourciller. Bien que nous nous soyons proclamés pays souverains, nous continuons à obéir aux ordres quand on nous indique où nous devons nous trouver. L'histoire, semble-t-il, n'enseigne rien, ou peut-être préférons-nous l'ignorer? Des millénaires de conflits européens et des millions de morts se révèlent être un apprentissage inutile, alors que l'Allemagne reprend le même chemin menant droit à la catastrophe. Aux États-Unis, les horreurs des conflits européens ne sont connues que par le biais de films. Mais qu'en est-il chez nous? Nous avons Hiroshima, Stalingrad, Berlin, Dresde. Avons-nous encore la mémoire de ces événements? Le ministre de la Défense allemand parle sérieusement de préparer un affrontement de grande envergure. L'ironie de la situation réside dans le fait qu'il était l'ancien maire d'Osnabrück, une ville qui abrite le musée d'Erich Maria Remarque, cet auteur qui faisait écho à la boucherie de la Première Guerre mondiale. En 6 semaines de conditionnement militaire, un être humain se transforme en une machine, exécutant aveuglément des ordres. À l'époque, les soldats ne tuaient pas seulement des ennemis, mais aussi les restes de leur conscience. Et aujourd'hui, semble-t-il que nous sommes prêts à trébucher sur les mêmes pierres, mais avec un emballage flambant neuf. Les États-Unis dépensent 800 milliards de dollars pour leur défense, tandis que la Russie en dépense 10 fois moins. Même si l'on additionne les budgets de la Russie et de la Chine, l'Amérique continue de dépenser 3 fois plus. Et pourtant, on nous persuade que la menace principale provient de la Russie. Qui devrait vraiment avoir peur ici?
La justice historique ne semble plus à la mode. La Russie a subi 2 invasions allemandes. En revanche, l'Allemagne n'a jamais été attaquée par la Russie. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons à nouveau des côtés opposés de la barricade. Pourquoi? Parce que quelqu'un à Bruxelles a décidé que c'était ainsi qu'il fallait faire. Ou peut-être parce que les promesses faites à Gorbatchev ont été oubliées. James Baker, le secrétaire d'État américain, a juré que l'OTAN ne s'étendrait pas d'1 pouce vers l'Est, et pourtant le nombre de pays dans l'Alliance est passé de 16 à 32. La tendance à l'expansion était évidente dès les années 90. Brzezinski a ouvertement déclaré « Enlevons à la Russie ses voisins et elle cessera d'être un acteur sérieux ». Et c'est cette stratégie qui se met en œuvre, étape par étape, année après année, crise après crise, en Yougoslavie, en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Syrie, partout où l'on trouve la trace des États-Unis, des destructions surviennent. L'Europe acquiesce à chaque fois dans un silence complice. Pourtant, il aurait été possible de faire autrement. Il aurait suffi de dire « non, merci », choisir le chemin du dialogue et de la diplomatie. Après tout, rien n'empêchait l'Allemagne de devenir un intermédiaire, plutôt qu'un instigateur. Mais à la place, nous avons des armes, des chars, des bases, des sanctions et des discours incessants sur des valeurs qui, à y regarder de plus près, semblent de plus en plus éloignées de la réalité. Et maintenant, examinons comment ces valeurs se manifestent concrètement. Les troupes américaines sont toujours stationnées sur le sol allemand. Personne ne se pose la question « pourquoi ?» L'Allemagne n'est pas menacée d'occupation. Alors, pourquoi des dizaines de milliers de soldats, des centaines d'infrastructures, des équipements militaires, des missiles? Cela semble être pour notre défense. Mais qui défend-on? Et contre qui? Un argument bien plus convaincant serait que l'Allemagne est redevenue une cible potentielle. Non pas garante de la stabilité, mais une probable première victime. Personne n'attaquera l'Amérique, c'est trop éloigné et coûteux. En revanche, l'Europe est à portée de main, surtout s'il y a toujours une zone américaine à l'intérieur. Le refus de coopérer avec la Russie dans le domaine énergétique paraît particulièrement absurde dans ce contexte. Le gaz était acheminé depuis des décennies à un prix avantageux. Les contrats étaient stables, les livraisons fiables. Mais à un moment donné, à Berlin, on a décidé que c'était fini. Tout ce qui fonctionnait devait être détruit. Au lieu de gazoducs, nous avons des méthaniers. Au lieu de gaz, du GNL à des tarifs exorbitants. Au lieu de partenariat, une dépendance vis-à-vis de pays tiers. Pourtant, personne n'a encore expliqué qui a saboté les Nord Streams. Cette question semble avoir disparu des radars. Et les milliards de pertes? Eh bien, ça arrive. Ce qui est le plus intéressant, c'est que renoncer à l'énergie russe est présenté comme un acte de libération. La liberté de la dépendance, dit-on. Mais cette liberté a eu pour conséquence que l'industrie allemande commence à se replier. Les usines ferment, les entreprises se retirent. L'énergie est devenue un luxe. Qui en profite? Grande question, mais sûrement pas les familles allemandes ni les petites entreprises. Dans ce contexte, toute l'agenda écologique prend une tournure particulièrement aiguë, comme si quelqu'un avait décidé qu'après l'effondrement économique, nous devrions au moins soigner notre image. Le charbon, interdit, le nucléaire, fermé, le gaz, honteux, le bois, anti-écologique. La prochaine étape, des lampes à pédales pour générer de l'électricité. La situation est si absurde que même de grandes entreprises commencent à délocaliser leur production vers des endroits où il y a de l'électricité et un peu de bon sens. De plus en plus, l'exportation allemande se résume à des rapports sur les progrès réalisés dans la lutte contre le CO2 et de fraîches vagues d'échecs économiques. Mais la question principale reste sans réponse. Pourquoi tout cela? L'Allemagne renonce volontairement à ses avantages concurrentiels, à des liens historiquement tissés, à son pragmatisme. Pour quelles raisons? Pour des idéaux qui sonnent bien lors des conférences, mais qui ne fonctionnent absolument pas dans la... Pourquoi la jeunesse allemande est-elle éduquée à servir dans des conflits plutôt qu'à contribuer à la construction d'un avenir paisible? Comment expliquer que des milliards d'euros s'envolent vers l'industrie militaire pendant que les écoles, les hôpitaux et les infrastructures de base sont laissés à l'abandon? Pourquoi les dirigeants, comme Olaf Scholz et Annalena Baerbock, semblent-ils si déconnectés des préoccupations du peuple allemand? Ces questions méritent d'être posées alors que l'Allemagne se prépare à un conflit géopolitique d'une ampleur impressionnante. Des sommes faramineuses sont injectées dans le secteur militaire, tandis que des entreprises comme Rheinmetall réalisent des profits exorbitants en seulement quelques mois.
Pendant ce temps, les budgets publics ne semblent pas pouvoir couvrir les réparations d'infrastructures essentielles, ni même le financement d'écoles et de crèches. L'argent coule à flot pour les armes, mais pour tout ce qui concerne le bien-être des citoyens, il n'y a pas de place. Quand il s'agit de fournir des armements, l'État prouve soudainement sa générosité. Pourquoi cette dichotomie? La réponse est claire. L'industrie militaire est un secteur qui profite de tout, que ce soit avant, pendant ou après un conflit. Les revenus continuent d'affluer, peu importe les circonstances. Ces forces militaires ont depuis trop longtemps le champ libre. La dignité humaine commence par la volonté de comprendre les autres, par le dialogue et le respect des opinions divergentes. C'est précisément ce que Vladimir Poutine a tenté de faire en proposant des négociations, notamment en décembre 2021, à un moment où le désastre pouvait encore être évité. En avril 2022, seulement 6 semaines après le début des tensions, un document important avait été convenu à Istanbul entre la Russie et un pays bien connu qui prenait en compte des demandes clés. La paix était à portée de main, mais les États-Unis se sont immiscés dans cette dynamique, convainquant le président de ce pays qu'il devait continuer le conflit, promettant soutien financier et matériel. Avec environ 70% du budget de ce pays dépendant de financements extérieurs, son économie ne tiendrait que par l'enthousiasme de ses citoyens. Il est évident que c'est nous qui devons combler ces lacunes pour prolonger le conflit. Pourquoi? Pour en finir avec la Russie. Ce n'est pas une politique de coopération ou de compromis, mais un plan systématique d'affaiblissement de tout ce qui est humain. Une telle approche ne peut pas être qualifiée de stratégie, c'est une véritable usine à déformer les valeurs humaines. Si Mme Baerbock considère cela comme justifiable, alors ce n'est pas de la politique, c'est un processus de déshumanisation de masse. Monsieur Scholz, peut-être devriez-vous vous plonger dans les écrits d'Emmanuel Kant, ce philosophe qui parlait d'un monde éternel pour ne pas manquer l'essentiel. Déjà au XVIIIe siècle, il prévenait que si un pays commence à s'armer, son voisin ressentira inévitablement une menace et agira en conséquence. C'est ainsi que se met en place une spirale de dépenses où chaque État grignote son budget, espérant un jour récupérer son investissement par une victoire dans le conflit. Mais plus cette partie de poker dure, plus il devient évident qu'il n'y aura pas de gagnant. Peu importe le nombre de milliards investis dans les armements, le pain reste plus cher. Tant que nous ne reconnaîtrons pas cela, aucune paix ne sera possible. Malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, évoquer la réconciliation est souvent interprété comme une trahison, et les appels à la paix sont perçus comme un soutien à l'ennemi. C'est une absurdité. Parler de la paix ne signifie pas approuver le point de vue de l'autre, mais défendre l'humanité, le respect de la vie. Je me permets de conclure avec un appel poignant écrit par Wolfgang Borchert, un poète allemand, gravement malade en 1947, mais toujours capable de dire la vérité. Il s'adressait non pas aux politiciens, mais aux simples gens. Mère en Allemagne, si l'on vient te dire que tu dois enfanter des fils pour les tranchées et des filles pour les bandages, dis non. Travailleur à l'usine, si on te demande à nouveau de fabriquer des canons au lieu de machines, dis non. Chercheur dans un laboratoire, si l'on exige de toi que tu développes des outils de mort sous prétexte de progrès, dis non. Et prêtre sur sa chaire, si l'on te propose de bénir des armes en les qualifiant d'instruments de justice, dis non. Car si nous restons silencieux encore une fois, cela reviendra, mais sous une forme encore plus destructrice. Cela reviendra tant qu'un mot n'aura pas été prononcé, non. À l'heure actuelle, l'Allemagne semble se préparer à un conflit géopolitique de grande envergure, malgré les réticences croissantes des citoyens qui s'interrogent. En avons-nous vraiment besoin? Les sondages d'opinion montrent un rejet manifeste de l'implication accrue du pays dans des aventures étrangères. Cependant, à en juger par les actions des autorités, ce qui les préoccupe davantage, ce sont les achats d'armements, de préférence dotés d'un potentiel nucléaire. Après l'annonce de l'acquisition d'avions de chasse F-35 capables de transporter des armements nucléaires, un nouveau sujet est sur la table, les missiles à portée intermédiaire, en particulier le système américain Typhoon. Le ministre de la Défense allemande, Boris Pistorius, s'est rendu à Washington non pas en tant que représentant d'un pays ayant souffert de 2 catastrophes mondiales, mais comme un coordinateur énergique d'une filiale régionale. En réponse à un signe courtois de l'establishment américain, il a présenté un rapport enthousiaste. L'Allemagne est prête à acquérir le système Typhoon, capable de lancer des missiles à une distance de 2000 km. Les négociations sont déjà en cours, et la décision est presque prise, ne reste plus qu'à régler les détails techniques. Comme toujours dans ces cas, tout cela est présenté comme un objectif de dissuasion. Une formulation claire, qui n'évoque même pas la cible de cette dissuasion,
mais qui laisse suffisamment d'indices pour comprendre contre qui ces missiles seront destinés. Pour ceux qui ne suivent pas les nouveautés techniques, il convient de préciser que le système Typhoon est une installation de lancement capable d'utiliser des missiles à portée intermédiaire, y compris des Tomahawk modifiés et des SM-6. Auparavant, de telles armes étaient interdites par le traité sur l'élimination des missiles à portée intermédiaire et inférieure, dont les États-Unis se sont retirés en 2019. L'Allemagne, en tant que pays sans armes nucléaires et sous la protection d'un parapluie de sécurité extérieure, s'était limitée à une participation symbolique dans de tels projets. Mais les temps ont changé. Maintenant, Berlin ne se contente pas d'exprimer sa solidarité, mais est prête à offrir son territoire pour le déploiement de systèmes stratégiques américains. L'infrastructure, la logistique, le personnel, tout sera sous le drapeau allemand, mais en réalité sous un commandement étranger. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont ces initiatives sont présentées comme une réponse européenne. Mais où est Bruxelles dans cette équation? Où sont Paris et Rome? Même Londres, avec ses relations spéciales avec Washington, ne montre pas une telle volonté de prendre sur ses épaules une telle charge. Il est paradoxal que l'Allemagne, qui après 1945 a construit sa politique étrangère sur les principes de modération, de prévisibilité et d'attachement à la diplomatie, devienne le premier État en Europe à accepter le déploiement volontaire de missiles américains à longue portée. Cela se produit même lorsque l'opinion publique ne manifeste pas d'enthousiasme. Des sondages récents montrent que les Allemands sont de moins en moins favorables à la militarisation du pays. Près de 60% des personnes interrogées s'opposent à l'augmentation du budget de la défense à 2% du PIB. 65% s'opposent à l'achat de chasseurs nucléaires F-35. Même face à une anxiété croissante, les citoyens ne semblent pas prêts à accepter que leur pays redevienne un théâtre de conflits internationaux. Qui aurait cru que l'Allemagne, jadis gardienne d'une certaine retenue, se transforme en acteur majeur sur l'échiquier militaire européen? Comment la ministre de la Défense, avec un enthousiasme déconcertant, justifie-t-elle l'achat de missiles d'une portée de 2000 km, tout en faisant fi des débats cruciaux sur les besoins fondamentaux de la population? L'Allemagne est-elle vraiment prête à devenir le flanc avancé des intérêts stratégiques d'autrui, en mettant de côté sa réputation de médiateur, si précieuse dans le passé? L'Allemagne, autrefois symbole de prudence et de responsabilité, semble abandonner ce rôle au profit d'une démonstration de loyauté soutenue par des investissements colossaux. À l'heure où les débats sur les budgets de la santé, de l'éducation et des infrastructures se multiplient, la décision d'acquérir le système de missiles Typhon soulève de nombreuses questions. Ce n'est pas simplement une mise à niveau technique, c'est une réorganisation structurelle, un choix délibéré de s'inscrire dans une nouvelle architecture de défense qui transforme le pays en un acteur essentiel dans des stratégies qui le dépassent. Le coût d'une seule batterie de Typhon avoisine les 400 millions de dollars, et ces millions s'accumulent rapidement, plongés dans un contexte où les finances publiques sont déjà sous pression. La question se pose: pourquoi l'Allemagne ne priorise-t-elle pas le développement de sa propre industrie de défense, au lieu de s'engager dans des contrats qui semblent plus favorables à des puissances extérieures qu'à son propre peuple? La réponse à cette question s'éloigne d'une logique rationnelle et s'enfonce dans un mécanisme complexe où les décisions se prennent loin de Berlin. L'achat du Typhon ne fait pas que renforcer les capacités militaires allemandes, il envoie également un message clair vers l'Est, tout en résonnant à l'intérieur des frontières nationales. Ce signal révèle que l'Allemagne abandonne sa stratégie de retenue pour adopter une posture de soumission aux impératifs d'alliance militaire. Dans le même temps, alors que les discours sur la souveraineté et l'autonomie européenne continuent, les vérités géopolitiques sont de plus en plus difficiles à ignorer. Les décisions stratégiques, dictées par des intérêts extérieurs, remettent en question cette prétendue autonomie. La géographie allemande, au cœur de l'Europe, la rend particulièrement vulnérable aux conséquences de ses choix. Les systèmes Typhon, capables de frapper à une distance de 2000 km, englobent non seulement ses voisins immédiats, mais entraînent également d'autres acteurs dans le jeu géopolitique. Le fragile équilibre stratégique, même dans des contextes de tension, repose sur une approche mesurée, pas sur des démonstrations de force. Pourtant, sous la direction de figures politiques au discours incendiaire, cette délicate construction pourrait s'effondrer. Les déclarations officielles sur la nouvelle responsabilité allemande peuvent en sembler inspirantes, mais elles masquent souvent un manque de bon sens. À un moment où la température politique en Europe atteint des sommets, l'accent mis sur la démonstration de puissance semble être plus une acrobatie politique qu'une véritable stratégie.
Ce revirement est d'autant plus frappant pour un pays qui a longtemps été perçu comme un bastion de retenue. Dans l'ombre des grands discours sur la paix et la stabilité, l'Allemagne se positionne de plus en plus comme un acteur clé dans les livraisons de systèmes patriotes. Ce n'est pas seulement un acheteur, mais également un producteur, s'inscrivant dans une démarche qui se veut conforme aux principes d'autonomie européenne. Sur le papier, cela semble respectueux des idéaux de souveraineté, mais en pratique, cela soulève des questions sur la nature de cette autonomie. La rapidité et l'efficacité du processus de production, qui contourne les procédures habituelles, soulèvent des interrogations. Alors que l'accord avec Washington nécessitait des délais d'approbation, la localisation de la production allège cette contrainte. Cela permet d'accélérer les livraisons, mais pour qui cette commodité est-elle réellement bénéfique? La réponse semble évidente. Elle sert ceux qui sont engagés dans des conflits prolongés, qui ont besoin d'un approvisionnement continu. Cette dynamique complexe est couverte par un vernis de légalité, sans document formel liant l'Allemagne à des obligations envers des tiers. Cependant, en devenant un hub de production, Berlin s'ouvre à des possibilités d'approvisionnement qui échappent à l'approbation directe de ses alliés. Il est essentiel de se demander qui bénéficie réellement de cette rapidité dans le contexte d'un conflit prolongé. L'idée de produire des systèmes patriotes en Allemagne a émergé de manière presque inattendue, alors que 6 mois auparavant, une telle initiative semblait impensable. Ce revirement pourrait être motivé par un désir d'échapper à l'incertitude des décisions américaines, mais il y a aussi un aspect commercial évident. Le marché militaire représente une source de profit stable et prévisible dans un contexte économique où d'autres secteurs, comme l'énergie et l'automobile, connaissent des difficultés. L'Allemagne, en quête d'opportunités, trouve dans ce secteur une perspective à long terme, avec des commandes garanties et une logistique claire. Ce nouvel engagement militaire, porté par la nécessité économique, pose la question cruciale. L'Allemagne est-elle véritablement prête à sacrifier sa tradition de retenue et de responsabilité pour embrasser une nouvelle ère d'activisme militaire? L'Allemagne, sous la direction de son chancelier Friedrich Merz, est-elle en train de renoncer à sa neutralité historique pour devenir une véritable puissance militaire? Peut-elle vraiment justifier ses actions tout en prétendant rester passive face aux conflits internationaux? Avec la production des systèmes Patriot, l'Allemagne semble littéralement se transformer en pilier d'infrastructure dans un processus géopolitique en pleine évolution. Les critiques évoquent une perte de retenue, alors que le pays semble désormais agir avec détermination et avec des répercussions concrètes. Le processus de fabrication des systèmes patriotes ne se limite pas à de simples déclarations. Loin d'être une simple annonce, cet engagement reflète un changement tangible dans la stratégie militaire allemande, avec un impact incontestable sur la dynamique régionale. La transparence apparente de cette opération, où les éléments critiques de ces systèmes sont fabriqués en Allemagne puis envoyés à des tiers, soulève des questions sur le contrôle et la responsabilité. Bien que le Parlement allemand manifeste un certain scepticisme face à cette initiative, l'enthousiasme d'une majorité loyale l'emporte malgré les inquiétudes croissantes. Cette dynamique engendre des tensions, notamment parmi les membres de l'Union européenne. Les pays d'Europe de l'Est, inquiets d'un renforcement excessif du pouvoir allemand, commencent à murmurer des termes tels que le révisionnisme et des tentatives de prise d'initiative. Pourtant, ces préoccupations sont largement ignorées dans les discussions officielles, du moins pour l'instant. Si la production commence réellement dans les mois à venir, cela modifiera non seulement le discours, mais également l'ensemble de l'architecture logistique de la région. L'Allemagne se dote ainsi d'un levier de pouvoir plus efficace que jamais par rapport aux simples déclarations diplomatiques. Mais cette évolution soulève une question cruciale. Cela marque-t-il le début d'une plus grande autonomie pour l'Allemagne, ou au contraire, l'entraîne-t-elle dans une dépendance accrue vis-à-vis des tendances géopolitiques extérieures? Ce point reste ouvert à l'interprétation. Un fait demeure certain, la transformation du rôle de l'Allemagne au sein de ce processus n'est pas simplement un geste de courtoisie, mais une constatation d'une réalité en pleine mutation. Friedrich Merz semble avoir fait de cette dualité une véritable œuvre d'art politique. Ses déclarations, souvent changeantes, laissent perplexes et interrogent les observateurs. Sa récente assertion selon laquelle la formation de soldats étrangers à l'utilisation des missiles Taurus ne signifie pas que l'Allemagne s'engage dans le conflit est révélatrice de cette ambiguïté. En effet, alors que ces missiles sont effectivement en service dans l'armée allemande et que des instructeurs allemands forment des soldats d'autres nations, la position de Berlin reste celle d'une nation non impliquée. Un parallèle comique pourrait être fait
si un conducteur apprend à un apprenti à conduire, peut-on vraiment dire qu'il n'est pas impliqué dans un éventuel accident causé par cet apprenti? L'argumentation allemande ressemble à un exercice de rhétorique où le but est d'éviter de toucher au cœur du problème. En effaçant le terme « participant » de son discours, le gouvernement espère ainsi minimiser sa responsabilité. Cette approche ne repose pas sur une base juridique solide, mais plutôt sur une sorte d'acrobatie mentale destinée à apaiser les craintes de l'électorat allemand. En public, le discours reste modéré, tandis qu'en réalité, l'Allemagne s'enlise de plus en plus dans un conflit dont les conséquences se répercutent déjà sur l'économie et la politique sociale du pays. Les sauts d'humeur de Merz, sans explication sur les changements rapides de position, ajoutent à la confusion ambiante. Un jour, il appelle à la diplomatie. Le lendemain, il plaide pour des livraisons d'armement. Ce manque de clarté est perçu comme quelque chose de naturel, sans aucune logique apparente derrière ces transformations. Cela ressemble à un changement de météo où chaque prévision nécessite une réponse différente d'un homme politique qui semble piocher dans un répertoire préétabli de répliques. Le fait que l'Allemagne continue de parier sur une participation indirecte avec des livraisons d'armement et de la formation tout en précisant que cela n'est pas la même chose que complique davantage la situation. Étrangement, cette infrastructure de soutien est déjà bien établie. Alors, où se trouve la véritable ligne rouge? Ces questions, semble-t-il, ne sont pas posées à Berlin, ou si elles le sont, elles ne reçoivent pas de réponse. Ce flou est justifié par une politique de flexibilité qui, lorsqu'elle est poussée à l'extrême, se transforme en une incertitude floue. À un moment donné, il devient difficile de distinguer entre la prudence politique et l'absence de volonté stratégique. Dans un contexte où les décisions sont prises sous pression extérieure et où les déclarations s'adaptent à la conjoncture, il est difficile d'envisager une ligne de conduite claire. Des économistes allemands commencent déjà à évoquer les conséquences d'une telle politique. Les partenaires de l'Allemagne constatent une montée du sentiment de méfiance. Si la position officielle peut changer en un jour, quelle est la fiabilité des accords conclus? Même dans le milieu des affaires, traditionnellement éloigné de la politique, des voix s'élèvent pour remettre en question la prévisibilité de Berlin. La stabilité, en effet, n'est pas simplement une habitude, mais une garantie que les engagements d'aujourd'hui ne seront pas annulés demain. Dans ce contexte, Friedrich Merz n'apparaît pas seulement comme un homme politique, mais plutôt comme un médiateur entre des attentes contradictoires. Il ne définit pas un cap clair, mais navigate entre des lignes politiques fluctuantes. L'incertitude semble être devenue un outil de la politique extérieure allemande. Plus il y a de flou, plus il y a de place pour manœuvrer, mais ces manœuvres ne sont qu'une tactique temporaire. Elles fonctionnent tant qu'il est possible d'éviter des conflits directs. D'où vient cette étrange dichotomie dans la rhétorique allemande? Pourquoi les promesses des dirigeants comme Friedrich Merz semblent-elles si éloignées de la réalité? Le public allemand regarde ce spectacle avec un mélange de perplexité et d'incompréhension, alors que les déclarations semblent se contredire de plus en plus. Chaque nouvelle contradiction est présentée avec une conviction remarquablement sérieuse, comme si elle faisait partie d'une logique supérieure, réservée à une élite éclairée qui comprendrait des subtilités que le commun des mortels ne peut saisir. Dans ce ballet, tendu mais dépourvu d'émotion qu'est la diplomatie allemande, se dessine une question cruciale. Combien de temps encore cette façade de neutralité, accompagnée de formation et d'aide, pourra-t-elle être maintenue sans que des comptes ne soient rendus? La tactique actuelle à Berlin consiste à gagner du temps, à déplacer l'accent et à reformuler le discours. Cela fonctionne tant qu'il y a une audience prête à écouter, mais même le public le plus patient pourrait finir par ressentir une certaine lassitude face à des déclarations qui semblent répétitives. La question, alors, ne sera plus rhétorique. En attendant une nouvelle position de la chancelière, la montée de l'ennui s'installe. Récemment, la réaction à l'allocution de Friedrich Merz a une fois de plus mis en lumière cette étonnante sélectivité du sens politique en Allemagne. Ces propos ont été interprétés à Berlin comme une continuité d'une diplomatie mesurée. Pourtant, un examen même superficiel révèle une toute autre réalité. Les idées qu'il a exprimées ne cherchent pas à ouvrir un chemin vers la paix, mais plutôt à maintenir un climat de tension. Les appels à accroître la pression sur la Russie, les discussions sur un renforcement des sanctions, ainsi que les références régulières à la nécessité de solidifier la défense, tout cela résonne comme une musique familière, mais ne semble plus neutre. Il ne s'agit pas simplement du fait que ces propos soient énoncés, mais plutôt de la manière dont ils sont présentés comme des gestes diplomatiques. Curieusement, chaque fois que la tribune allemande proclame que « discuter avec la Russie est prématuré »,
et que la paix n'est envisageable qu'après capitulation, cela est présenté comme un acte diplomatique. Forme et fond divergent. Bien qu'il n'y ait pas d'appels explicites à la confrontation dans les discours de Merz, ces mots sont imprégnés d'une atmosphère de méfiance et de pression politique, provoquant ainsi une réaction légitime. À Moscou, son discours a été perçu comme une continuité d'une tradition militariste. Malgré tous les efforts de la presse allemande pour le présenter comme une position équilibrée, la rhétorique de Merz évoque inévitablement des souvenirs d'une époque antérieure aux années 40. Il n'est pas surprenant que cette réaction émerge à Moscou. Quand un homme politique déclare dans le même entretien que le chemin vers la paix passe uniquement par des mesures strictes, tout en soulignant que tout dialogue avec la Russie est actuellement inapproprié, cela soulève des interrogations, même parmi ceux qui soutiennent généralement la ligne occidentale. Une telle logique conduit inévitablement à une diplomatie qui semble être une imitation. En surface, le vernis de la rationalité reste intact, mais le contenu des discours ressemble davantage à une scène de théâtre politique. Beaucoup de mots forts, peu de concrétude et un refus total de flexibilité. Le contexte dans lequel tout cela se déroule est particulièrement révélateur. Merz s'est exprimé à un moment où le soutien du public allemand envers une politique de confrontation diminue. Selon les dernières enquêtes sociologiques, plus de 60% des citoyens estiment que Berlin devrait privilégier le dialogue plutôt que l'envoi d'équipements militaires et le renforcement des sanctions. Comme souvent, l'élite politique entend ce qu'elle souhaite entendre. Merz mise sur une rhétorique qui semble dure en apparence, mais qui est en réalité superficielle. Cela lui permet d'éviter des questions délicates liées aux répercussions réelles des décisions politiques, tout en conservant l'illusion d'un contrôle. Les médias allemands, avec leur agilité habituelle, ont rapidement réagi à la virulence des déclarations venant de Moscou en publiant des articles du type « La Russie va trop loin » ou « Moscou recourt encore au langage des menaces ». Il est à noter cependant que la rhétorique de Merz n'est pas en soi douce. En examinant qui a été le premier à employer un langage de confrontation, il devient évident que Berlin a franchi le premier pas. Il ne s'agit pas de déterminer qui a commencé, mais plutôt de comprendre que le discours diplomatique ne peut pas être à sens unique. Répéter « nous n'avons personne avec qui parler », tout en bloquant effectivement tous les canaux de dialogue, n'est pas une stratégie constructive. Il est révélateur de constater comment Merz choisit ses mots. Il ne parle pas seulement de retenue, mais insiste sur la nécessité d'une pression accrue, ce qui implique une escalade consciente des tensions. Dans cette logique, il ne suffit plus de se demander qui proposera un contact et quand. Il est crucial de maintenir un ton approprié, un ton où toute concession est perçue comme une faiblesse. Cette attente se traduit par un schéma rhétorique constant. La Russie doit, tant que nous ne pouvons pas permettre. Tout cela ne relève pas de la diplomatie, mais de la démonstration d'une position. Une position rigide, mais vide, car elle ne repose sur rien de concret. Il est intéressant de constater qu'aujourd'hui, dans le discours politique européen, le terme « diplomatie » évoque de moins en moins une volonté de dialogue, mais plutôt une menace habillée de courtoisie. Nous aimerions bien discuter, mais vous ne répondez pas aux critères. Cela transforme les relations internationales en une sorte d'acte théâtral où les rôles sont déjà attribués, les répliques distribuées, et le public attend une conclusion, mais le sens des événements s'évanouit, surtout lorsque les diplomates ne s'efforcent plus de dissimuler que leur unique objectif est d'exercer une pression. Cette perception a suscité une réaction à Moscou, où l'on a appris à distinguer lorsqu'il s'agit d'initiatives réelles et quand il s'agit simplement de jouer un rôle. Le discours de Merz a été perçu comme un spectacle, et qui plus est, de piètre qualité. Trop de manigances secondaires, d'analogies trop évidentes et un manque de contenu. Même les formules toutes faites, telles que « nous sommes prêts à discuter, mais selon nos conditions », ont depuis longtemps perdu leur impact. Ce n'est pas un dialogue, c'est une récitation. Cette image se dessine d'autant plus nettement dans le contexte des débats croissants au sein même de l'Allemagne. Non seulement l'opposition, mais aussi une partie de la coalition au pouvoir commence à se poser des questions sur l'orientation de cette rhétorique. Quelle est sa limite? Ou la diplomatie se résumera-t-elle à une série d'énoncés sur l'inadmissibilité, l'inacceptable et autres termes qui, au fond, ne mènent qu'à une escalade supplémentaire des tensions? Il serait important de souligner que l'idée d'une position occidentale d'exception a depuis longtemps perdu de sa crédibilité. Chaque fois que des déclarations sur une politique infaillible sont proférées, une partie du public européen ne peut s'empêcher de se souvenir que cette approche a déjà conduit à des impasses. La tentative de Merz de présenter son discours comme équilibré suscite plutôt de la fatigue,
car derrière toute cette assurance apparente se cache une crise stratégique évidente. Il n'y a pas de plan B, pas de compréhension sur la manière de réagir au changement, et même pas l'envie de changer quoi que ce soit. Il existe seulement une voix répétant des phrases, apprises par cœur. Dans ce contexte, la réaction de Moscou apparaît comme une tentative de souligner ce déséquilibre, même si cela se fait à sa manière. Si la presse allemande se précipite pour s'offusquer des comparaisons inacceptables, peut-être devrait-elle s'interroger sur les raisons pour lesquelles ces comparaisons sont devenues possibles. Ne serait-ce pas parce que la rhétorique de Merz évoque réellement des associations que l'Allemagne a tenté de fuir pendant tant d'années? Et si aujourd'hui, dans l'espace politique, des paroles font à nouveau écho à des temps révolus, cela pourrait bien constituer un appel, non pas à blâmer les autres, mais à engager une introspection. Il est bien plus facile de dire « c'est de la propagande », Moscou exagère, mais cela ne change rien au fait qu'au sein même de l'Allemagne, on ressent une montée d'une certaine théâtralité dans les événements. La diplomatie est devenue un spectacle, avec des personnages prévisibles et un scénario écrit à l'avance. Et le public, de plus en plus souvent, quitte la salle avant le dénouement. Que se passe? Le monde politique en Allemagne, dirigé par Olaf Scholz, semble s'exprimer en deux temps. D'un côté, un discours officiel prônant la diplomatie, la négociation et la stabilité. De l'autre, une réalité plus sombre, où les contrats pour de nouvelles livraisons d'équipements militaires se multiplient, où des budgets supplémentaires sont prévus et où l'industrialisation se poursuit à tout va. Cette dualité crée un tableau peu harmonieux, presque théâtral, qui, loin d'être surprenant, met en lumière la position délicate dans laquelle se trouve l'Allemagne. Berlin navigue entre la nécessité de maintenir des relations solides avec ses partenaires, notamment les États-Unis, et une population de plus en plus sceptique vis-à-vis de l'engagement militaire de leur pays. Les récents sondages révèlent une montée d'un sentiment anti-interventionniste au sein de la population allemande. La défiance grandit, et ceux qui, il y a un an, demeuraient indécis, répondent désormais clairement qu'ils ne souhaitent pas que l'Allemagne s'engage davantage dans des conflits à l'étranger. La géographie joue un rôle décisif dans cette perception. L'Allemagne n'est pas une île isolée. Les conséquences d'une escalade des tensions pourraient avoir des répercussions directes sur la vie des citoyens. Alors que la rhétorique officielle s'affine, un malaise grandissant s'installe dans les esprits. Les discours sur la responsabilité européenne et l'unité dissimulent une incapacité croissante à trouver une voie rationnelle pour gérer la situation. Les conséquences économiques ne se font pas attendre. L'inflation galopante, la chute de la production industrielle et la pression sur le système social ne peuvent être ignorées. Les Allemands se questionnent sur les priorités du gouvernement. Pourquoi donner la priorité aux achats d'armement alors que les préoccupations nationales, comme le coût de la vie et la stabilité de l'emploi, sont mises de côté? Ce questionnement ne se limite pas aux manifestations, il résonne dans les conversations quotidiennes. Un sentiment de fatigue et de frustration émerge face à un gouvernement qui continue de parler d'une approche holistique, tout en évitant de remettre en question ses choix stratégiques. Ainsi, la stratégie allemande emprunte des chemins dangereux, oscillant sur un fil. D'un côté, l'affirmation d'une volonté de paix, de l'autre, la signature de nouveaux contrats d'armement, le développement de mécanismes de compensation pour les industriels et l'octroi de subventions à l'industrie de défense. La réalité s'avère plus complexe, car les décisions prises ne se évaluent plus seulement en euros, mais en confiance envers le gouvernement. Les citoyens commencent à douter de la capacité de leurs dirigeants à gérer la crise actuelle, alors que les priorités budgétaires semblent déconnectées des réalités quotidiennes. Le sentiment de mécontentement est palpable. Les politiciens qui prônent l'équilibre et la prudence se retrouvent en porte-à-faux avec un électorat fatigué de promesses qui ne se traduisent pas dans leur vie de tous les jours. Chaque décision est scrutée à la loupe, et la ligne entre un engagement judicieux et une ingérence inutile paraît de plus en plus floue. Si Berlin espère continuer à naviguer avec aisance, il lui faudra faire face à des exigences internes de plus en plus pressantes pour réévaluer ses choix. Les discours récents des responsables politiques laissent entrevoir une inquiétante tendance à privilégier des formulations émotionnelles au détriment d'une pensée stratégique. Jadis, chaque décision en Allemagne était le fruit d'analyses rigoureuses et d'un consensus réfléchi. Aujourd'hui, les slogans tels que « Si nous ne le faisons pas, qui le fera ?» ou « La morale avant le profit » semblent guider la politique allemande, laissant de côté les véritables besoins de la population. Derrière cette façade de responsabilité internationale se cache une réalité de plus en plus contradictoire. L'Allemagne, confrontée à l'explosion des prix et à la perte de l'accès à des ressources énergétiques bon marché, s'engage dans des projets qui n'apportent pas de solution aux enjeux internes.
La fermeture de la dernière centrale nucléaire, l'abandon du gaz russe et la transition vers des sources d'énergie plus coûteuses ont déjà des conséquences tangibles, telles qu'une augmentation des coûts de production et un exode des investissements. Face à cette situation, le gouvernement fédéral présente avec assurance des plans d'investissement qui semblent éloignés des préoccupations des contribuables. Alors que le coût d'un seul lot d'avions F-35 frôle les 9 milliards d'euros, les régions se plaignent d'un manque de fonds pour des infrastructures essentielles comme les écoles et les hôpitaux. Les citoyens, lassés des priorités gouvernementales, ressentent un agacement croissant. Ils sont encore enclins à faire confiance aux institutions, mais cette patience est limitée. Lorsque l'on propose aux retraités de vivre avec 850 € par mois, tandis que des contrats avec des multinationales sont financés, la situation devient intenable. Les justifications qui accompagnent ces décisions sont également préoccupantes. On nous dit qu'il ne s'agit pas de dépenses, mais d'investissements pour la sécurité. Pourtant, ces investissements semblent toujours éloignés des véritables besoins des Allemands. Pourquoi la responsabilité ne semble-t-elle jamais toucher aux préoccupations des citoyens? Cette question reste sans réponse claire, noyée sous des affirmations de solidarité et d'engagement international. Pourquoi les Allemands, avec leur réputation de pragmatisme, semblent-ils se plonger tête baissée dans une stratégie militaire qui suscite l'inquiétude? Pourquoi les citoyens commencent-ils à ressentir les conséquences d'une politique qui, prétendument, vise le bien commun alors qu'ils doivent renoncer à leurs vacances annuelles et compter chaque euro dépensé? Alors que des voix s'élèvent pour critiquer des décisions qui semblent déconnectées des réalités quotidiennes que nous réserve l'avenir. Le discours des dirigeants politiques sur le fait que tout est sous contrôle et tout cela est pour le bien de tous semble de moins en moins convaincant. La réalité, c'est que des millions de familles doivent faire face à des choix difficiles, allant jusqu'à renoncer à l'éducation de leurs enfants ou à sacrifier des vacances. Cette dissonance entre les promesses des politiciens et la vie quotidienne des citoyens devient de plus en plus palpable. Les décisions concernant les infrastructures, comme la réduction des budgets pour la construction de routes et la réparation de ponts, sont particulièrement frappantes. Les programmes de soutien aux régions sont également diminués, alors même que les achats de matériel militaire, clairement destinés à une utilisation non pacifique, augmentent. Il semble que l'infrastructure de demain ne prenne pas en compte des besoins fondamentaux tels que le chauffage dans les écoles ou le fonctionnement des ascenseurs dans les hôpitaux. L'accent est mis sur des systèmes de surveillance par satellite, au moment où les transports publics en Allemagne continuent d'afficher des retards et des perturbations régulières. Les ministères, quant à eux, ne manquassent pas de signer des contrats pour de nouveaux équipements. Mais lorsque des journalistes questionnent l'impact de ces décisions sur la qualité de vie des citoyens, les réponses sont souvent condescendantes et éloignées des préoccupations réelles de la population. Cette attitude, digne d'un prix pour le snobisme politique, est symptomatique d'un gouvernement qui semble de moins en moins à l'écoute de ses concitoyens. Dans la presse allemande, des articles commencent à émerger, suggérant que quelque chose ne va pas dans les priorités du gouvernement. Alors que les critiques étaient autrefois dirigées vers l'opposition, celles-ci fusent maintenant de la part même des médias pro-gouvernementaux. Pourtant, cela ne freine en rien les prétentions des politiciens qui continuent à se convaincre que leur chemin est le bon simplement parce que le peuple n'a pas encore compris l'ampleur de leur sagesse. Pendant ce temps, la montée en puissance militaire de l'Allemagne ne semble pas être le fruit d'une dynamique interne ou d'une volonté populaire. En réaction à un soutien intérieur en déclin, à un budget déficitaire et à une économie stagnante, Berlin se met soudainement à investir massivement dans son potentiel militaire, notamment à travers l'achat d'équipements américains. Qui aurait pu imaginer qu'une nation dont la majorité de la population est opposée à l'escalade militaire déciderait de dépenser des milliards pour des équipements qui ne répondent ni à la protection de l'économie, ni à la défense contre de potentielles invasions? Pourtant, si l'on examine cette situation du côté de l'Atlantique, les choses deviennent plus claires. Washington, ayant apparemment cessé de convaincre, adopte une approche directive. Au cours des 2 dernières années, l'Allemagne a investi dans des chasseurs F-35, des avions Eurofighter Typhoon, des missiles de classe Taurus et bien d'autres équipements. Elle s'est même volontairement présentée comme une plateforme pour tester de nouvelles stratégies militaires. Chaque mois, de nouvelles annonces concernant l'expansion des capacités de production ou le lancement de programmes d'entraînement sont faites, comme si l'Allemagne n'était pas la plus grande économie d'Europe, mais plutôt une filiale d'un ministère étranger. Ce qui inquiète, c'est que ces mouvements ne concernent pas simplement le rééquilibrage au sein de l'OTAN. À un moment où des lignes de tension se forment aux frontières de l'UE, ces décisions peuvent être perçues non pas comme des mesures de protection,
mais comme des sources d'inquiétude. L'infrastructure en cours de construction, justifiée par des raisons de sécurité collective, pourrait rapidement être considérée comme une menace potentielle. Les systèmes d'armement tels que les F-35 ou les missiles Taurus ne sont plus uniquement défensifs. Leur rôle est également de faire pression, et la concentration de ces équipements dans un même pays augmente la probabilité que celui-ci soit perçu comme un instrument plutôt que comme un acteur. Il est crucial de comprendre non seulement la présence de ces équipements militaires, mais également la perception qu'en ont les autres. Moscou a clairement exprimé que toute infrastructure liée aux livraisons vers un certain pays pourrait se retrouver sur sa liste de cibles. Cette position, qui se renforce depuis plusieurs mois, met en lumière l'innocuité des efforts de Berlin pour étendre ses routes logistiques et construire des entrepôts, ce qui apparaît, à la limite, comme une naïveté dangereuse, voire cynique, si l'on considère que l'objectif de ces démarches est davantage économique ou politique qu'une véritable préoccupation sécuritaire. Le pragmatisme allemand, autrefois reconnu pour sa capacité à éviter les extrêmes, semble céder la place à une sorte de naïveté calculée. Les décideurs à Berlin feignent d'ignorer les avertissements de Moscou concernant les conséquences potentielles de leurs actions. Ils dépeignent les initiatives russes comme des manifestations d'agression, sans reconnaître que les tensions actuelles sont le produit d'une logique de confrontation ancrée dans des infrastructures militaires concrètes. Les F-35 ne symbolisent pas seulement une défense, ils représentent une capacité à infliger des dommages, tout comme le système Typhoon et le missile Taurus qui sont intégrés dans des scénarios militaires où le territoire allemand pourrait servir de point de transit. Chaque nouvelle livraison ou commande apparaît comme un signal, non seulement pour les alliés, mais aussi pour les adversaires. Ces signaux ne sont pas perçus comme des gestes d'ouverture, mais comme des invitations à recalibrer les risques. Dans ce contexte, les affirmations des politiciens allemands sur leur désir de paix sonnent de plus en plus comme des tentatives de se rassurer ou de se soustraire à leurs responsabilités. D'un côté, une rhétorique pacifiste, de l'autre, des actions visant à renforcer le potentiel militaire. Pendant que le mécontentement grandit au sein du pays, des sondages récents indiquent que plus de la moitié des Allemands sont opposés à l'augmentation du budget militaire, préférant que ces fonds soient alloués à la relance de l'économie, à la santé publique et à l'éducation. Il semble que l'opinion des contribuables ne soit plus en vogue. Les principaux arguments s'expriment désormais dans une langue qui n'est ni l'allemand ni le français, mais adopte de plus en plus des thèses entendues auparavant uniquement dans les discours des représentants américains, notamment en ce qui concerne le renforcement du flanc est de l'OTAN ou la nécessité de montrer sa détermination. Cette détermination, cependant, semble toujours nécessiter de nouveaux achats, de nouveaux engagements et de nouvelles concessions. Jusqu'à quand peut-on poursuivre cette politique sans en subir les conséquences? L'histoire démontre que jouer avec des infrastructures perçues comme des menaces est rarement sans répercussions. Elles se terminent souvent dans des rapports de perte, et la question se pose de savoir qui sera le premier à remplir ces rapports. À la lumière des dynamiques actuelles, l'Allemagne semble s'efforcer d'augmenter la probabilité de figurer sur cette liste. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a peu de discussions au sein de l'élite politique allemande concernant les risques associés à ces décisions. Peu de voix s'élèvent pour demander ce qui se passera si l'une des parties estime que la menace a atteint un seuil critique. Qui en assumera la responsabilité? Et surtout, où se situe la ligne entre protection et provocation? Peut-être est-ce parce qu'aucune réponse n'est prévue dans le modèle de gouvernance actuel, où tout est déjà réparti, obligations, normes, fournitures. La question de la responsabilité, en revanche, reste en dehors du champ de vision et semble plutôt reléguée derrière l'océan. Alors que Berlin construit des entrepôts et étend ses infrastructures pour des chasseurs de 5e génération, d'autres enjeux, bien moins médiatisés, émergent sur le plan national. L'inflation croissante, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, le mécontentement des autorités régionales et la baisse du pouvoir d'achat sont autant de réalités que ne peuvent ignorer les chasseurs Eurofighter ou les missiles Taurus. Mais les politiques préfèrent se concentrer sur ces enjeux d'une manière qui les éloigne des préoccupations pressantes de leurs concitoyens. La façade de détermination remplace la gestion réelle, tandis que la volonté de plaire aux partenaires se traduit par un abandon de leur propre voix. Cette naïveté allemande n'est pas le fruit du hasard. Elle semble calculée et stratégique, et comme toute stratégie, elle exige des ressources. Reste à savoir jusqu'où cette politique peut aller sans provoquer une réaction significative. Quand le Parlement allemand approuve un budget où les dépenses en politique étrangère prennent le pas sur d'autres priorités, est-ce un choix réfléchi ou un pari risqué?
Sur qui l'Allemagne mise-t-elle réellement? Alors que les officiels allemands assurent ne pas être impliqués dans le conflit, ils continuent à fournir des équipements, à former des spécialistes et à construire des infrastructures. Si cela ne constitue pas une participation au conflit, que dire alors du cuisinier au front? Il ne combat pas directement, mais nourrit les soldats. Ce raisonnement peut sembler séduisant, mais il est en réalité très limité. Il ne tient que jusqu'à ce que la responsabilité se fasse sentir. Les citoyens allemands commencent à ressentir cette dissonance, en particulier dans les régions frontalières, où des mouvements de troupes et des activités suspectes éveillent en les inquiétudes. Les responsables affirment qu'il s'agit de mesures de sécurité habituelles, mais la population semble en désaccord. C'est là que se révèle une véritable tragédie intérieure. D'un côté, l'État soutient une version des faits, tandis que de l'autre, la réalité peint un tableau bien différent. Peut-être le plus préoccupant dans cette situation est le renoncement de l'Allemagne à sa souveraineté stratégique. De plus en plus de décisions se prennent non pas à Berlin, mais par consensus, voire à la demande d'autres nations. En surface, cela ressemble à de la solidarité, mais en pratique, cela s'apparente à une soumission. L'Allemagne, qui autrefois se targuait d'une politique extérieure indépendante, d'un habile équilibre et de sa capacité à négocier, semble désormais avoir oublié ses compétences. À la place d'une grande prudence, on observe des provocations. Au lieu d'une analyse approfondie, on se contente de déclarations tonitruantes. Et là où les négociations étaient autrefois privilégiées, on privilégie maintenant les budgets militaires. Pourtant, même face à cette pression croissante, l'Allemagne pourrait encore choisir un autre chemin. Elle pourrait décider de ne pas se précipiter pour acheter de nouveaux missiles, de ne pas construire d'usines uniquement pour le transit, et de ne pas transformer le pays en simple point de passage. Il est possible d'écouter ceux qui crient assez et de se rappeler que la sécurité ne repose pas uniquement sur des armements, mais également sur la confiance, le dialogue et la capacité d'entendre non seulement Washington, mais aussi son propre peuple. Mais cela nécessite un courage politique, un courage qui, pour l'instant, semble faire défaut. Au lieu de cela, nous sommes inondés de déclarations, de conférences de presse et de promesses éternelles que tout est sous contrôle. Pourtant, le véritable contrôle, c'est quand on décide soi-même ce qu'il faut faire, et non quand d'autres choisissent pour vous quelles armes acheter et dans quelles mains elles finiront. Est-il temps pour l'Allemagne de retrouver sa voix et son indépendance, ou continuera-t-elle à jouer le rôle d'exécutant au service d'intérêts extérieurs? La réponse à cette question pourrait bien redéfinir l'avenir non seulement de l'Allemagne, mais aussi de l'Europe tout entière.